Bienvenue, chers amis. Nous apportons brièvement des réponses précises aux dernières allégations aventureuses et hasardeuses du ministre d'État Ahmed Bakayoko, soi-disant maire de la commune d'Abobo, à propos du leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro. Je vous laisse le temps de vous installer. Nous apporterons des réponses précises aux 7 allégations fantaisistes, fallacieuses, mensongères, superficielles du ministre d'État Ahmed Bakayoko, ministre du gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara, envers le leader générationnel Guillaume Kigbafori Soro. Bienvenue. Mes salutations à toi, petit Yodé, qui nous accompagne dans ce bref point d'analyse politique ivoirienne en ce vendredi 21 juin 2019, journée de la fête de la musique, notamment en France. Voilà, chers amis, vous êtes 200 personnes à partager ce direct qui sera consacré à des réponses précises à 7 affirmations qui viennent d'être formulées publiquement en Côte d'Ivoire par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, s'exprimant alors dans le cadre d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la commune dont il est supposé être le maire après la mascarade électorale que vous connaissez. Eh bien, à l'occasion d'une cérémonie d'inauguration le vendredi 21 juin 2019 de l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo Nord, qui aurait donc été réhabilité par la société Med Afrique d'un certain Adama Bictogo, roi de la rétrocommission et du marché de gré à gré aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le supposé maire de la commune, ministre d'État, Ahmed Bakayoko, s'est adressé, dit-on, en parabole à Guillaume Soro en ces termes, je cite l'intelligent d'Abidjan. Ahmed Bakayoko a dit, s'adressant à Guillaume Soro, tu es le plus petit dans la famille, tu n'es pas fort que le plus grand. Il aurait pu dire, tu n'es pas plus fort que le plus grand, mais Ahmed Bakayoko et la langue française ont des problèmes. Tu n'as pas plus de légitimité que lui et tu veux le dépasser. Tu veux désorganiser la famille. Tu as été ministre et président d'institution et tu dis que tu es frustré. Mais, et ceux qui n'ont rien, ceux qui ont perdu leurs parents, toi, tu ne peux pas dire que tu es frustré. Au lieu d'apprécier comment tu es, d'apprécier ton état d'aujourd'hui par rapport à ce que tu aurais pu ne pas être, tu veux te focaliser sur ce que tu veux être à tout prix. Et tu n'apprécies même pas le bonheur d'être quelque chose. Dans le pays, il y a 4 ou 5 présidents d'institutions et tu es dans l'équipe nationale de la gouvernance du pays, mais tu dis que tant que tu n'es pas devant, tu es malheureux. Tu ne seras jamais heureux parce que quand tu vas devenir président de la République, tu vas chercher à être président de l'Afrique. Gardons nos faux rêves pour réaliser notre propre vie. Fin de citation de M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, et donc s'exprimant ici au nom du gouvernement de M. Amadou Gon Coulibaly, de M. Alassane Dramane Ouattara. Eh bien, il y a une succession d'affirmations dans cette déclaration de ce 21 juin 2019 à Abobo,
qui sont, comme je l'ai souvent dit, des balles qu'Ahmed Bakayoko, à la manière d'un certain Mamadou Touré, vient de lever en l'air. Il vient de nous lever les balles en l'air, et bien nous allons les matcher, conformément au principe du tic au tac qui gouverne dans cette période de marche vers l'état de droit ivoirien. Eh bien, nos relations avec la dérive autocratique en cours en Côte d'Ivoire, incarnée par des individus comme celui que je viens de citer. Eh bien, j'ai relevé dans les propos de M. Ahmed Bakayoko 9 affirmations. Et je vais répondre à chacune de ces affirmations en montrant à quel point ces affirmations sont aberrantes et même stupides. Prenons la première affirmation. Ahmed Bakayoko s'adresse à Guillaume Kibafori Soro. Il s'adresse à lui et il dit « Tu es le plus petit dans la famille ». C'est extraordinaire. La famille dont il parle, c'est sans doute, si on veut, la famille du RDR. La famille dont il parle, si on veut, c'est peut-être la famille de ce qu'on a appelé le RHDP jusqu'en dernière date. Famille politique, peut-être. Alors, la question qu'on a tout de suite envie de poser. Dans la famille politique du RDR, combien d'hommes et de femmes ont le CV politique de Guillaume Kigbafori Soro, ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire, homme de l'année 1997. Il y en a combien dans le RDR actuel qui ont ce CV politique? 6 fois prisonnier politique dans le cadre de la lutte pour la revendication des franchises démocratiques, le pluralisme en Côte d'Ivoire. Combien des hommes politiques et des femmes politiques qui composent le RDR ont ce passif de lutte? Dirigeant principal de la résistance militaro-politique de 2002 jusqu'en 2007. Combien des cadres du RDR, y compris jusqu'aux plus célèbres d'entre eux, peuvent revendiquer le fait d'assumer pendant pratiquement 7 ans de leur vie sur le terrain l'adversité concrète, le risque de mourir pour l'inclusion, pour la fin de ce qu'on appelle alors l'idéologie d'exclusion de l'ivoirité. Combien? Combien de cadres du RDR s'engagent à gérer de 2002 jusqu'à 2007 pratiquement 60% du territoire ivoirien, sans que jamais une famine, sans que jamais des épidémies de maladies graves, sans que jamais finalement en réalité un no man's land absolu s'y installe? Combien d'entre eux ont réussi à le faire? Combien de cadres du RDR se retrouvent en première ligne dans les négociations avec le régime du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo en 2002, en 2003? 2002, ça se passe à Accra. 2002, ça se passe en partie à Lomé. Ça se passe en partie à Dakar. 2003, Paris-Marcoussis, Linas Marcoussis. Combien de cadres du RDR sont aux avant-postes comme Guillaume Kigbafori Soro? 2005, à Pretoria, combien de cadres du RDR sont aux avant-postes de la négociation comme Guillaume Kigbafori Soro? 2007, à Ouagadougou, combien de cadres du RDR sont aux avant-postes comme Guillaume Kigbafori Soro dans la renégociation du contrat sociopolitique ivoirien? Combien? Combien d'entre eux se sont portés devant quand il fallait assumer un certain 19 septembre 2002 le risque mortel d'être le chef de la rébellion ivoirienne? Combien d'entre eux? Nous sommes aujourd'hui en juin 2019. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a-t-il jamais assumé de près ou de loin sa contribution à la rébellion ivoirienne? Contribution qui est de toutes les façons indiscutable, historiquement. Comme l'a dit le maire Fanny Ibrahima de Bouaké, on ne peut pas dissocier historiquement les cadres et la direction du RDR de la solidarité avec la résistance militaro-politique que dirige à partir de 2002 le président Guillaume Kigbafori Soro.
secrétaire général du MPCI, et par la suite des forces nouvelles. On voit très bien que c'est bien parce que ce combat a été mené qu'Alassane Draman Ouattara peut être, en 2005, considéré comme éligible à la candidature à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Lui à qui il a été interdit pendant les 20 années précédentes d'être même tout simplement maire d'une commune, député de Côte d'Ivoire. Il faut quand même rappeler que en décembre 2000, Alassane Draman Ouattara est interdit d'être candidat aux élections législatives en Côte d'Ivoire. Et c'est parce que Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons ont mené ce combat que le président Gbagbo, se servant de l'article 48 de la Constitution d'alors, autorise M. Alassane Draman Ouattara à être candidat à une élection. Donc, le plus petit de la famille est celui qui devient le premier ministre de Côte d'Ivoire en 2007, au terme des accords de Ouagadougou, et qui va organiser l'élection grâce à laquelle Alassane Draman Ouattara, au deuxième tour, bénéficiant du soutien d'Henri Konan Bédié, peut se prévaloir d'avoir été élu et porté au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est de lui qu'on parle en disant qu'il est le plus petit de la famille, celui qui, devenu Premier ministre, ministre de la Défense d'Alassane Draman Ouattara, organise la conquête effective du pouvoir sur le terrain avec le terme terrible du 11 avril 2011 qui, pour tous les Ivoiriens, consacre un tournant et un basculement des forces politiques ivoiriennes. Quand Ahmed Bakayoko dit « tu es le plus petit dans la famille », est-ce qu'il est en train de s'adresser à l'homme que le RDR tout entier a présenté quand il quittait la primature de Côte d'Ivoire en mars 2012 comme le sauveur, comme celui qui avait retiré la Côte d'Ivoire des griffes d'un tyran? Je cite là les unes du Patriote, le journal officiel du RDR. Donc, sur la première affirmation d'Ahmed Bakayoko, il me plaît de conclure que Ahmed Bakayoko confond la taille physique avec la taille politique. Guillaume Soro, par nature, n'est pas un homme de grande taille comme nous autres. Hein? Moi, je suis à 1m95. Je pense qu'Ahmed Bakayoko est un peu moins grand que moi. Il est peut-être à 1m90 ou 91. Mais il ne faut pas confondre la taille physique et la taille politique. Guillaume Soro n'est pas un petit. Du point de vue politique, c'est peut-être un homme de petite taille, comme le président Houphouët-Boigny l'était, comme Mao Tse-tung l'était, comme beaucoup de grands hommes politiques l'étaient. Ahmed Bakayoko a un problème d'intelligence politique. Il confond celui qui a été son patron, celui grâce auquel il a pu entrer au gouvernement en Côte d'Ivoire, celui qu'il a repêché pour le prendre comme conseiller au premier ministère de Côte d'Ivoire, pour lui donner un emploi qui lui permette de traverser la dèche dans laquelle il était complètement baigné. Il confond son statut politique et sa taille physique. Guillaume Soro est un homme de taille, on dira relativement moyenne, même pas un homme de petite taille, mais Guillaume Soro est un grand homme politique. La masse volumique de Guillaume Kibafori Soro n'a rien à voir. N'a rien à voir avec la phrase « tu es le plus petit de la famille ». Ahmed Bakayoko peut le dire aujourd'hui en 2019 parce qu'il est ministre d'État d'Alassane Draman Ouattara et que le président Alassane Draman Ouattara leur a donné quitus pour manquer de respect à celui sans qui ils ne seraient pas tous là où ils sont. Celui qui regarde le CV politique de Guillaume Kibafori Soro, homme de l'année 97, leader de la résistance militaro-politique de 2002 à 2007, ministre d'État, ministre d'État, premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire, sous deux présidents, présenté par le président Laurent Gbagbo comme son meilleur premier ministre. Président d'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pendant 7 ans et demi pratiquement. Celui qui regarde le CV politique de Guillaume Kibafori Soro ne peut pas comprendre la phrase d'Ahmed Bakayoko « tu es le plus petit dans la famille ». Cette phrase est en réalité un déni de réalité. Cette phrase est l'expression d'un RHDP dont les cadres sont aujourd'hui habités par une amnésie chronique et sans doute par un délire mythomaniaque. Deuxième phrase,
Tu n'es pas plus fort que le plus grand. Tu n'es pas plus fort que le plus grand. J'imagine que le plus grand en question, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Le président Alassane Dramane Ouattara a montré un certain 19 septembre 2002 qu'il était très fort dans l'art de grimper les murs pour se cacher chez l'ambassadeur d'Allemagne quand ça chauffe. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il est très fort dans l'escalade murale, n'est-ce pas? Quand il s'est retrouvé en conflit avec le régime Bédier, il a montré qu'il était très fort dans l'art de vivre longtemps en exil, de venir se cacher ici en France, à Mougins, et là à Paris, et attendre que les autres se battent sur le terrain. Il est très fort. Il est très fort de loin. Il est très fort en laissant que les enfants des autres risquent leur vie au quotidien face à l'ennemi, pendant que lui, il est assis bien tassé, bien caché dans son salon, pendant que les autres se battent pour que lui soit reconnu comme ivoirien. Lui qui était exclu de la citoyenneté ivoirienne. Lui qui a été exclu de l'élection présidentielle 2000 avec l'accusation suivante, nationalité douteuse. Ça, c'est la Cour suprême de Côte d'Ivoire. C'est Tia Koné qui a dit ça. Lui, il est le plus fort, mais il est le plus fort dans l'art de se cacher derrière les autres. Il est le plus fort dans l'art de grimper les barrières, se cacher chez l'ambassadeur d'Allemagne, supplier tous les grands dieux du monde au téléphone pour qu'on vienne le chercher et qu'on le ramène en France quand ça chauffe. Au même moment, Guillaume Soro, lui, il était dans Abidjan et il n'est ressorti d'Abidjan le 19 septembre 2002 que quand le dernier de ces hommes vivants en a été sorti. La force politique, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le fait de montrer les grands muscles. La force politique, c'est le courage face à l'épreuve. Et tout le monde sait, en Côte d'Ivoire, que s'il y a un homme qui a le courage d'assumer, même en situation de déséquilibre de force, les positions qui sont les siennes, s'il y a un homme qui, dans la famille politique issue du RDR, a le courage de prendre tous les risques nécessaires pour défendre ses idées, le premier qu'on doit citer s'appelle Guillaume Kibafori Soro. C'est lui qui, chaussant sa casquette, est allé chercher le pouvoir concret avec ses compagnons des forces nouvelles et par la suite des forces républicaines de Côte d'Ivoire pour asseoir le président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. La force du président Alassane Dramane Ouattara vient du fait qu'il a bénéficié du soutien du PDC et RDA du président Henri Konan Bédié et des forces nouvelles de Guillaume Kibafori Soro. Si le président Alassane Ouattara n'avait pas eu le soutien de ces deux alliés, jamais il ne serait devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait scientifique. Quel est ce type-là qui prétend qu'il est plus fort que ceux qui lui ont donné la force? Quel est ce type-là qui prétend qu'il est plus fort alors qu'à la première alerte, il prend la barrière? Comme on dit à Abidjan, il prend clôture. Il prend clôture. Il saute dans le premier avion. Il vient se cacher en France. Et ce sont les enfants des autres qui meurent dans la forêt. C'est des enfants des autres qui meurent dans les combats dans la ville. Ce sont les enfants des autres qui dorment dans les moustiques, qui se font mordre par les serpents. Ce sont les enfants des autres. Et lui, il revient par amour pour le fait qu'il a accepté d'épouser le combat contre la discrimination. On l'accompagne au pouvoir et puis lui, il proclame qu'il est le plus fort. Tu es le plus fort comment? Est-ce que tu es capable de venir au front? Quand ça pète là, est-ce que tu viens? C'est la même vérité que vous pouvez vérifier avec des personnages qu'on nous vante parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la rébellion ivoirienne comme les Ibrahim Koulibaly. Les militaires qui ont connu Ibrahim Koulibaly, paix à son âme, l'appellent le poltron. Car en réalité, il avait l'occasion de montrer qu'il pouvait être le chef de la résistance ivoirienne. Mais chaque fois qu'il fallait qu'il soit sur le terrain, il béoussait, il fuyait, il traçait pour que les autres fassent le combat et que lui, peut-être à la dernière minute, vienne s'auto-proclamer comme général et chef de tout. C'est ce qu'on peut appeler l'esprit de félonie, la malhonnêteté morale, la malhonnêteté spirituelle, qui est l'ADN de ce régime RADP soi-disant unifié. Tu n'es pas plus fort que le plus grand, parce que Guillaume Kibafori Soro et Henri Konan Bédié ont aidé le président Alassane Ouattara à accéder au pouvoir, à gérer le pouvoir. Maintenant qu'il a pris un deuxième mandat à la tête de l'État, il utilise les moyens de l'État pour essayer de détruire ses anciens alliés. Et c'est ce qu'il appelle être fort. La force réside-t-elle en la lâcheté, en l'ingratitude et en l'absence de reconnaissance abjecte? Est-ce cela la force? Non, c'est la faiblesse des petits esprits. Je vous ai déjà fait ici une conférence sur la psychologie de M. Alassane Dramane Ouattara.
la psychologie d'un homme qui a menti à son peuple et qui déteste son peuple parce qu'il sait que son peuple sait qu'il lui a menti. Un homme qui n'a pas raconté toute son histoire, qui n'a pas assumé toute son histoire. Telle est la psychologie d'Alassane Draman Ouattara. Et par conséquent, en réalité, il est fort dans quoi? Comme on dit à Abidjan, il est fort dans rien. On l'a vu à chaque fois confronté à des obstacles en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait chaque fois qu'il a été confronté aux obstacles? Soit il a fui, soit il s'est plié. Reprenez toute l'histoire. Reprenez toute l'histoire. Alassane Ouattara confronté aux obstacles. Qu'est-ce qu'il fait? Deux choses. Soit il fuit, soit il plie. Et il ne s'attaque à ses adversaires que dans des circonstances de lâcheté. Il ne s'attaque à ses adversaires que quand il pense que ses adversaires sont dégarnis, débarrassés de leur capacité de résister. Il n'est pas capable d'attaquer quand il sait qu'en face, il y a de la réponse. C'est le spécialiste de l'exil tactique. C'est le spécialiste, en réalité, de l'instrumentalisation des autres. C'est le spécialiste de l'instrumentalisation des frustrations. C'est un homme politique caractérisé par sa lâcheté. Et c'est cet homme-là, c'est de cet homme-là que Ahmed Bakayoko, qui est en réalité son noyau dans cette logique, dit tu n'es pas le plus fort que le plus grand. Quel le plus grand? Le plus grand des Ivoiriens, historiquement, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Le plus grand des Ivoiriens de l'histoire s'appelle Félix Houphouët-Boigny. On n'en connaît pas d'autres. C'est quoi cette bande d'usurpateurs de mémoire? C'est quoi cette bande-là de manipulateurs de mémoire? En quoi le président Alassane Ouattara serait-il devenu le plus grand des Ivoiriens? Inconnu des Ivoiriens jusqu'en 1990, incapable d'assumer son histoire panafricaine, de reconnaître où il a grandi, d'accepter que ses camarades de classe, d'école primaire, ses camarades de classe, de collège, etc., ce sont des voltaïques, et qu'il a eu une enfance voltaïque. Au lieu d'assumer cela et de se faire accepter par les Ivoiriens comme étant un Ivoirien adoptif et adoptable comme tous les autres, comme moi je peux l'être, non. Voilà un monsieur qui a bâti sa carrière politique sur le mensonge, sur la négation de soi, et c'est ce monsieur qu'on nous présente comme le plus fort, parce qu'il se comporte aujourd'hui en Côte d'Ivoire comme un colon. Au lieu d'être reconnaissant envers la Côte d'Ivoire, de l'avoir accepté malgré sa différence et avec sa différence, tu n'as aucune légitimité et tu veux le dépasser. Mais la légitimité du président Alassane Draman Ouattara, elle provient du soutien aussi, et même du soutien décisif du PDCI-RDA, d'une part, et des forces nouvelles de Guillaume Soro. Alassane Draman Ouattara n'a jamais bénéficié, lui tout seul, de toute la légitimité politique de sa majorité, car il est arrivé au pouvoir dans le cadre d'une alliance. Le RDR n'a pas gagné les élections présidentielles au premier tour. Le candidat du RDR n'a pas gagné les élections présidentielles au premier tour de 2010. Au premier tour de 2010, l'homme politique le plus populaire de Côte d'Ivoire s'appelait Laurent Koudou-Gbagbo. C'est lui qui est venu en premier avec 38%. Alassane Ouattara était classé avec 32%. Et dans les 32% d'Alassane Draman Ouattara, il y avait le fait qu'il était supposé être soutenu en réalité par les forces nouvelles de Guillaume Kibafori Soro. Donc déjà, si à l'époque, il avait montré une hostilité ouverte envers les forces nouvelles de Guillaume Kibafori Soro, Alassane Ouattara n'aurait même pas eu 32% au premier tour. Donc, de quelle légitimité démocratique jouit le président Alassane Draman Ouattara dès lors qu'il est arrivé au pouvoir grâce au soutien de ses alliés du PDC-RDA et des forces nouvelles? C'est une légitimité partagée. C'est une légitimité partagée. Et lorsque, en 2015, pour sa réélection, Guillaume Kibafori Soro, alors président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, président du PDCI, appelle à voter pour lui dès le premier tour, il faut qu'il se souvienne que sa légitimité est aussi construite une fois de plus avec ses alliés. Il a été réélu président de la République dans le cadre d'une légitimité en réalité partagée avec ses alliés, dans le cadre du groupement de partis politiques RHDP. Voilà la vérité de l'élection de 2015. Tu veux désorganiser la famille. Mais la question est la suivante. Qui divise la famille ivoirienne? Qui divise le nord de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Qui divise la Côte d'Ivoire en général aujourd'hui? Mais c'est M. Alassane Draman Ouattara et son nouveau RHDP qui vient de s'allier au Parti communiste vietnamien.
alors que c'est lui qui était pressé d'accuser Guillaume Soro d'être soi-disant marxiste. Comment Alassane Draman Ouattara divise-t-il aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Tout le monde le sait. Alassane Ouattara divise d'abord la Côte d'Ivoire politique en corrompant systématiquement autant qu'il peut des membres des partis politiques de l'opposition. C'est lui qui a divisé le FPI. C'est lui qui a provoqué le schisme à l'intérieur du FPI en achetant une partie du FPI pour dépotentialiser Laurent Gbagbo. C'est lui qui a tenté la division du PDC et RDA, qui se voit aujourd'hui avec un Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République, qui a abandonné le PDC et RDA pour suivre la mangeoire, un Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, qui a capitulé, qui a abandonné le PDC et RDA, littéralement en rase campagne pour suivre la mangeoire. Tous ces gens-là ont été corrompus et achetés par Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui divise. C'est lui qui a divisé le MFA en faisant perdre la direction du MFA par Anaki Kobena. C'est Alassane Draman Ouattara qui a divisé le MFA. C'est lui qui est en train de diviser l'UDPCI parce que Mabri, le docteur Mabri Touakes, n'est pas content d'être empêché d'être candidat à la future élection présidentielle. Eh bien, Alassane Ouattara, avec l'argent de l'État, est en train de corrompre une partie de l'UDPCI pour provoquer une scission. Tout le monde voit ça tous les jours. C'est lui qui a divisé même le PIT. C'est lui qui divise tous les partis politiques. Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui divise la famille ivoirienne. Et dans le nord de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara est aujourd'hui le concepteur, avec des gens comme les Ahmed Bakayoko, de ce que j'appelle la nouvelle ivoirité. Il y a l'ancienne ivoirité, celle où les gens pensaient qu'il y a des Ivoiriens de souche multiséculaire et que ces Ivoiriens de souche multiséculaire, eh bien, ils sont beaucoup plus propriétaires de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens venus dans les dernières vagues migratoires ou les Ivoiriens adoptifs. Ça, c'est l'ancienne ivoirité, celle qui a dominé les régimes bédiés des années 90 et Gbagbo au début des années 2000. Mais Alassane Draman Ouattara est auteur d'une nouvelle ivoirité qu'il faut bien voir. D'abord, il faut voir comment les militants du RHDP actuel d'Alassane Draman Ouattara sont les plus grands xénophobes sur les réseaux sociaux. Moi, j'en suis une victime naturelle. Lisez leurs commentaires là sur ma conférence qui est en train de passer, que vous êtes en train de protéger par vos likes. Vous allez voir que ces gens-là, c'est les pires xénophobes contemporains en Côte d'Ivoire. Et c'est la mission que leur donne précisément le RHDP du président Alassane Draman Ouattara. Utilisez tous les arguments, utilisez tout ce que vous pouvez avoir comme violence verbale pour vous attaquer à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Amadou Cimetière avait dit, celui qui n'est pas d'accord avec Alassane Ouattara, sa place est au cimetière. Mais il a inventé une nouvelle ivoirité. L'ivoirité nouvelle, celle inventée par Alassane Draman Ouattara et ses serviteurs dans le RHDP, consiste à dire que pour être un vrai Ivoirien, il faut appartenir au RHDP ou se soumettre au RHDP. Ça, c'est la première condition. On va appeler ça la condition partisane. Deuxièmement, bien sûr, il faut être du Nord. Mais dans ce Nord, troisièmement, il faut être malinqué. Alors là, il faut être malinqué. Hein, mais le malinqué que vous devez être, il peut être un malinqué venu de Guinée. Hein, il peut être un malinqué venu du Mali. Hein, il peut être un malinqué venu du Burkina Faso. Hein, peu importe, hein, dès lors que vous êtes malinqué, que vous êtes du Nord et que vous êtes du RDR, peu importe de quelle partie de la sous-région africaine vous venez, vous êtes un vrai Ivoirien. Et puis il ajoute, Alassane Draman Ouattara ajoute un quatrième critère à sa nouvelle ivoirité. C'est que Alassane Ouattara ajoute le critère selon lequel il faut forcément être de sa religion à lui. Alors là, on est un vrai Ivoirien, selon les critères de la nouvelle ivoirité d'Alassane Draman Ouattara. Et c'est en vertu de cela que, comment elle s'appelle là, la tresseuse venue des États-Unis et qui est soi-disant mère d'Odiéné, Nasseneba Touré, elle se promène partout avec beaucoup d'autres cadres du RHDP pour dire Anda Morote, parlant de Guillaume Kibafori Soro. Anda Morote, ce qui veut dire il n'est pas l'un des nôtres. Vous comprenez ça? On se promène dans le nord de la Côte d'Ivoire avec le message selon lequel Guillaume Kibafori Soro, cet enraciné naturel du nord et du peuple de Côte d'Ivoire, ce laminaire du peuple de Côte d'Ivoire, que lui, il n'est pas l'un des leurs. Voilà ce que dit dans toutes les chaumières la courtisane abjecte Nasseneba Touré et tous ceux qui exécutent la volonté d'Alassane Draman Ouattara de diviser la Côte d'Ivoire pour mieux régner sur elle, pour mieux la capturer avec son clan. Comme on l'a vu nommer récemment, sa nièce stripteaseuse
à la gestion du pétrole de la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a des cadres infiniment plus chevronnés et compétents que cette jeune femme qui a des dons naturels effectivement avérés, mais dont le pédigré en termes de gestion d'entreprise est pratiquement proche de zéro. Donc, voici donc la nouvelle ivoirité introduite activement aujourd'hui en Côte d'Ivoire par M. Alassane Dramane Ouattara, et qui veut exploiter les différences religieuses, les différences régionales, les différences ethniques et même les différences nationales pour asseoir en réalité une capture de l'État de Côte d'Ivoire. Quand le président Bédié vient dénoncer ces faits, on se met à le traiter de xénophobe, alors que le président Bédié est parti d'une analyse de données factuelles pour constater qu'il y a un projet de caporalisation de la Côte d'Ivoire qui est inacceptable. Il est inacceptable pour les Ivoiriens, il est inacceptable pour tous les étrangers vivant légalement et pacifiquement en Côte d'Ivoire, il est inacceptable le projet d'Alassane Dramane Ouattara. Quand on pose la question, qui veut diviser la Côte d'Ivoire? Mais la réponse est celle-là. C'est Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro est engagé dans le ministère du pardon et de la réconciliation. C'est lui qui a ouvert ce sujet en Côte d'Ivoire. C'est lui qui en est l'incarnation. C'est lui qui a demandé pardon à tout le monde. C'est lui qui est allé dans toutes les maisons politiques de Côte d'Ivoire dire qu'il demandait pardon. Qui veut désorganiser la famille ivoirienne aujourd'hui? Alassane Dramane Ouattara et son RHDP, c'est eux. J'ai montré comment ils divisent les familles politiques. Je montre comment ils sont en train de diviser, essayer de diviser le Nord. En utilisant une ivoirité encore plus empoisonnée que celle des années 90 créée par la Kurdif sous le président Bédié. Nous sommes opposés à l'ancienne ivoirité, comme nous sommes opposés à la nouvelle. Parce que ce sont des idéologies rétrogrades qui empêcheront la Côte d'Ivoire d'être une nation africaine moderne. Tu as été ministre et président d'institutions et tu dis que tu es frustré. Mais Guillaume Soro n'est pas frustré uniquement pour lui, encore que même pour lui-même, il devrait se sentir frustré. Quand on a consacré sa jeunesse, quand on a rendu autant de services à une famille politique comme celle du RDR et comme celle du RHDP, bon, on mérite quand même de la considération. Mais au-delà de la personne du président Guillaume Kibafori Soro, qu'est-ce qu'il y a de choquant dans la manière dont le président Alassane Ouattara se comporte envers ses anciens alliés? C'est que le président Alassane Ouattara non seulement manifeste de l'ingratitude, de la méchanceté, du cynisme envers ses anciens alliés, ceux grâce auxquels il est arrivé au pouvoir, mais Alassane Dramane Ouattara va plus loin. Il a détruit en pratiquement 5 ans d'exercice du pouvoir l'essentiel des acquis démocratiques des luttes engagées depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire par les républicains, les progressistes, les humanistes, les démocrates de tous bords. Il a détruit la séparation des pouvoirs. Désormais, c'est Alassane Ouattara qui décide des peines et des verdicts des tribunaux. Il a détruit la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Amadou Soumaoro a dit l'autre jour que tant que lui sera président de l'Assemblée nationale, les 4 volontés d'Alassane Dramane Ouattara se feront au Parlement. Donc il n'y a plus de débat. L'Assemblée nationale devient une assemblée croupion. Il a détruit la liberté du pouvoir judiciaire. Les magistrats se sont plaints, les avocats se sont plaints. Vous avez leurs protestations publiées dans la presse. Des intrusions du régime Ouattara dans le fonctionnement de la justice. Bon. Mais c'est incroyable. Si Guillaume Kibafori Soro exprime une frustration, c'est parce que les raisons pour lesquelles il s'est engagé à lutter contre la discrimination, contre l'exclusion politique, eh bien, ces raisons-là ont été piétinées. Et Alassane Dramane Ouattara et son régime sont en train de faire pire que ceux qui furent combattus pour qu'Alassane Dramane Ouattara et son régime arrivent au pouvoir. C'est une frustration qui est l'expression de la frustration de l'écrasante majorité des Ivoiriens. Mais, et ceux qui n'ont rien, ceux qui ont perdu leurs parents, Guillaume Soro serait-il de ceux qui n'ont perdu personne? Guillaume Soro serait-il de ceux qui n'ont pas consenti des sacrifices? Dès le mois d'octobre 2000, autour du 22 octobre, si je ne m'abuse, Guillaume Kibafori Soro perdait déjà du sang à défendre la vie d'Alassane Ouattara et de son épouse dans leur résidence. Oui, c'est de ce Guillaume Soro que vous parlez? Combien de personnes de la famille de Soro ont trouvé la mort? Combien de personnes de la famille de Guillaume Soro
ont été éliminés, y compris dans la belle famille de Guillaume Soro, comme ce fut le cas de son beau-père, Azakwa. Monsieur Michel Tagro, père son âme, assassiné uniquement parce qu'il était le beau-père de Guillaume Kibafori Soro, le père de Sylvie Tagro, son épouse. Guillaume Soro n'a pas perdu des membres de sa famille dans ce combat? N'a-t-il pas vu la mort au quotidien dans cette renégociation du contrat politique ivoirien? À côté de cela, quel sacrifice Ahmed Bakayoko, lui, a en réalité consenti pour pouvoir faire la morale au président Guillaume Kibafori Soro? C'est la question que nous nous posons. Permettez-moi de connecter une recharge sur cet ordinateur qui est en train de perdre une partie de son autonomie et de poursuivre ce direct. Mes amis, multipliez des émoticônes afin que nous ne soyons pas interrompus en raison de ce petit problème technique. Je vous en prie. Voilà, je branche une recharge et je suis à vous pour la suite de ce point d'analyse. Voilà, la recharge est là, je la branche. Merci, merci chers amis de rester connectés. Et voilà, tac, ça ira bien. Très bien. Merci à tous. Donc, la frustration de Guillaume Soro n'est pas simplement une frustration personnelle. Tout le monde peut comprendre que Guillaume Soro se sente personnellement frustré d'être, pour ainsi dire, traité comme un paria, comme un marginal par un pouvoir auquel il a donné son sang, sa sueur et ses larmes. Personne au monde, à la place de Guillaume Soro, ne pourrait dire qu'il ne se sent pas personnellement blessé par la manière dont les choses sont menées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais la frustration de Guillaume Soro dépasse de très loin sa propre et modeste personne. C'est une frustration ivoirienne. Donc, Ahmed Bakayoko peut-il nous dire, comparativement à Guillaume Kibafori Soro, de quel sacrifice lui il a été capable? Peut-il nous raconter son CV politique? Lui, Ahmed Bakayoko, nous en parlerons. Ahmed Bakayoko dit que Guillaume Kibafori Soro ne sait pas se contenter de ce qu'il a et que quand il sera devenu président de la République, eh bien, il voudra être président de l'Afrique. C'est le seul moment de lucidité dans cette déclaration d'Ahmed Bakayoko, car en réalité, à travers sa bouche parle le destin. À travers la bouche d'Ahmed Bakayoko parle soudain, là, tout d'un coup, un esprit divin. Ahmed Bakayoko vient de commencer à percuter que Guillaume Soro sera probablement le futur président de la République de Côte d'Ivoire si le peuple de Côte d'Ivoire et Dieu le veulent. Et donc, il prévoit déjà que Guillaume Kibafori Soro, devenu président de la République de Côte d'Ivoire, veuille être président de l'Afrique. Mais si l'Afrique devient une fédération continentale, si les États-Unis d'Afrique naissent, pourquoi un leader de la trempe de Guillaume Kibafori Soro ne pourrait pas candidater à la présidence de la Fédération des États-Unis d'Afrique? Serait-ce un crime? Guillaume Soro n'est-il pas un Africain? De tous les leaders ivoiriens actuellement présents sur le sol, y a-t-il un leader parmi ceux qui sont présents sur le sol ivoirien qui soit plus panafricain que Guillaume Kibafori Soro? Je n'en connais pas. Le seul leader ivoirien de taille panafricaine avec lequel Guillaume Soro peut encore considérer qu'il a du chemin à faire, c'est Laurent Gbagbo. Mais une comparaison panafricaine du leadership de Guillaume Kibafori Soro avec l'ensemble des cadres du RDR aboutit toujours au fait que Guillaume Soro est, de tous les leaders issus de la famille du RDR, le plus aimé à travers l'Afrique et le plus connu. Allez à Kinshasa au Congo, allez au Cameroun, allez dans toute l'Afrique de l'Ouest, allez au Burkina, allez partout. Et s'il y a un leader de trempe et de dimension et de conscience panafricaine,
en Côte d'Ivoire aujourd'hui, présent, c'est Guillaume Kibouafori Soro. Et pourquoi il ne pourrait pas être président des États-Unis d'Afrique? Ce serait un crime qu'un Ivoirien soit président d'une fédération africaine? N'arrive-t-il pas que des Ivoiriens soient présidents de l'Union africaine? Où est le crime dans cette affaire? Pourquoi cette ambition éventuelle serait considérée comme un crime de lèse-majesté de la part de quelqu'un qui fut le modeste et l'humble conseiller du Premier ministre Guillaume Soro? Bon, parlons un peu d'Ahmed Bakayoko pour aboutir au point de chute de cette affaire. Mais Ahmed Bakayoko, lui, d'où lui vient sa légitimité? Et au fond, pourquoi Ahmed Bakayoko parle à nouveau de Guillaume Soro? Pourquoi s'attaque-t-il à nouveau à Guillaume Soro en ce 21 juin 2019? D'abord, brève histoire d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, c'est d'abord, dans les années 80-90, un jeune Ivoirien incapable de réussir au baccalauréat en Côte d'Ivoire. Ça, c'est les faits. C'est-à-dire que c'était un individu intellectuellement taré. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, quand tu n'es pas capable d'avoir le bac, si c'est parce que tes parents n'ont pas pu payer tes études, eh bien, ça, on peut dire que tu es peut-être intelligent, mais c'est les malheurs de la vie qui font que tu n'as pas poursuivi de bonnes études. Non! Le problème d'Ahmed Bakayoko, ce n'est pas que ses parents ne pouvaient pas payer ses études, c'est que le bac ivoirien le dépassait. Donc, d'abord, c'était un individu intellectuellement carent. Il a été incapable d'avoir le bac en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il est connu dans sa jeunesse comme étant un loubard, c'est-à-dire il fait partie en réalité des jeunes barbares recrutés par le PDCI-RDA de l'époque pour brutaliser l'opposition ivoirienne à travers les campus de Côte d'Ivoire. Il va d'abord au Burkina, il réussit à avoir le bac là-bas en échappant à l'obstacle du probatoire qui le dépassait bien sûr à l'époque en Côte d'Ivoire. Quand il revient et qu'il tente des études de pharmacie qui vont s'arrêter en première année, parce que c'était un homme qui n'a jamais acquis la capacité d'apprendre vraiment, eh bien, il se spécialise dans les missions des gros bras à travers les campus. Dans les années 90-91, il fait partie de ceux qui sont allés défenestrer un étudiant à Yopougon. Parce que cet étudiant était proche de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko. C'est un loubard. Retrouvez ces images. Regardez comment il s'habillait. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un loubard? C'est un voyou de zone. C'est un voyou stipendié et utilisé dans des sales besognes. Voilà comment il commence sa carrière en Côte d'Ivoire. C'est ça Ahmed Bakayoko, c'est ça son passé. Allons plus loin, Ahmed Bakayoko par la suite. Il est récupéré par l'équipe du président Alassane Dramane Ouattara dans le cadre du RDR. Quand le RDR fait le schisme avec le PDCI en 1994, quelques-uns des jeunes du PDCI issus du Nord qui sont récupérés par le RDR, notamment par Alassane Dramane Ouattara, ben, il y a donc Ahmed Bakayoko parmi eux. Et vous le voyez toujours avec son béret, vous le voyez toujours avec ses débardeurs, prêt à faire le coup de poing. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il sait faire pendant très longtemps, Ahmed Bakayoko. Faire de la bagarre et toujours s'attaquer à plus faible que lui. Parce que ça, c'est la spécialité des loubards. Quand un loubard tombe sur un loubard plus loubard que lui, il se soumet. Et donc, il est recruté par la famille Ouattara qui va en faire, sur le tas comme ça, un journaliste de radio, un animateur de radio. En fait, à la base, comme c'est un DJ, c'est un amateur des choses de la nuit, les boîtes de nuit, tout ça là, on va le récupérer, on en fait un journaliste formé sur le tas, même pas un journaliste capable d'écrire un article. Vous avez déjà vu un article d'Ahmed Bakayoko avec introduction, développement et conclusion? Si vous lui donnez un bic et que vous vous mettiez à côté pour voir le français qu'il écrit, vous allez vous évanouir. Il massacre l'orthographe, la grammaire, la syntaxe à tous les carrefours. Donc, voilà donc le prétendu journaliste, Ahmed Bakayoko. Il n'a pas le niveau, il ne peut pas écrire. Il ne peut pas écrire. Si vous organisez un bon concours avec les ministres du gouvernement Ouattara actuel, là, je vous conseille d'organiser un concours simple, dictée-question. Je dis bien dictée-question. Vous leur faites passer le concours. La moitié du gouvernement là va se vider. Ce gouvernement va être vidé de moitié. Il n'y a pas que Siaka Ouattara hein, qui est un demi-illettré. Hein. Les Ahmed, là, c'est des demi-illettrés. Très prétentieux. Mais si tu lui donnes un bic et une feuille pour qu'il écrive, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, il n'a pas le niveau. Ils ont donc été récupérés en raison de leur servilité par le
Premier ministre alors Alassane Ouattara, qui les intègre dans son équipe du RDR. Mais Ahmed Bakayoko, il entre au gouvernement à partir de quand? Mais à partir du moment où, justement, Guillaume Kibafori Soro, ayant mené la résistance contre l'idéologie exclusiviste discriminatoire de l'ivoirité, la renégociation du partage des postes au gouvernement lui permet, lui, Ahmed Bakayoko, de s'installer comme ministre de MTIC. Quand il va être vidé du gouvernement par Laurent Gbagbo, après la dissolution de 2010, mais Ahmed Bakayoko, il va être recueilli par le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro comme l'un de ses conseillers. Et il sera en réalité accommodé. Ce n'est pas parce que ses conseils sont tout particulièrement lumineux. Mais écoutez, je vais vous faire une révélation plus intéressante encore sur cet Ahmed Bakayoko en ce vendredi 21 juin 2019. Ahmed Bakayoko, au plus chaud de la lutte de la rébellion ivoirienne contre le régime de Laurent Gbagbo, Ahmed Bakayoko, là, il s'est permis d'aller rejoindre des membres de la rébellion ivoirienne au Burkina là, et leur dire que Alassane Dramane Ouattara était un ingrat et qu'il ne serait jamais président et qu'il fallait l'abandonner et le lâcher. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko s'est rendu au Burkina Faso, rencontrer des éléments de la rébellion et leur dire lâchez Ouattara, il ne pourra pas être président en Côte d'Ivoire. Beaucoup de témoins vivants des propos d'Ahmed Bakayoko à Ouagadougou existent et un jour, ils témoigneront. Donc, voilà l'individu qui passe aujourd'hui pour le plus fidèle lieutenant d'Alassane Dramane Ouattara, alors qu'au plus fort de la confrontation avec Alassane Dramane Ouattara, de la confrontation entre la rébellion et le régime du président Laurent Gbagbo, lui, Ahmed Bakayoko, s'est empressé de lâcher Alassane Dramane Ouattara et de chercher des voies de solution pour survivre politiquement, indépendamment d'Alassane Dramane Ouattara. Les témoins existent et j'ai recueilli des témoignages directs. Je dis donc ce que je dis avec certitude, notez-le bien. Alassane Dramane Ouattara, Ahmed Bakayoko souhaitait qu'il soit largué. Et Ahmed Bakayoko était venu à Ouagadougou en proposant de négocier une entente entre la rébellion et Laurent Gbagbo, au détriment d'Alassane Dramane Ouattara, qui le considère aujourd'hui comme son enfant chouchou, alors qu'il s'agit d'un poltron, d'un plouc et d'un traître, d'un opportuniste, un individu félon. Je vous le dis, ce sont des faits et les témoins sont là et ils témoigneront de ce qu'Ahmed Bakayoko était capable de faire. De quoi parle-t-il? De quoi parle Ahmed Bakayoko? Quelle légitimité le président Alassane Ouattara avait-il pour être Premier ministre de Côte d'Ivoire en 1990? Il avait quelle légitimité? On le connaissait en Côte d'Ivoire pour quelles œuvres? Il n'y avait pas des Ivoiriens, docteurs en économie, qui pouvaient être Premier ministre comme lui. Il n'y en avait même pas qui n'ont pas besoin d'être docteurs en économie pour être Premier ministre. Quelle légitimité, si ce n'était la légitimité de l'entre-gens, des relations, de recommandations, qui ont permis au président Félix Houphouët-Boigny de penser que ce cadre, fils de la Côte d'Ivoire, par adoption, que ce cadre-là pouvait servir la Côte d'Ivoire utilement. Il a été nommé Premier ministre par un décret divin ou bien c'est un homme qui l'a appelé et qui a dit « bon, je te nomme ». Quelle légitimité il avait avant de l'être? Est-ce qu'il avait été maire, ne serait-ce même que d'une commune de 20 habitants avant d'être Premier ministre? Il avait quelle légitimité? Ne vous amusez pas, nous sommes là pour rafraîchir la mémoire à tous ceux qui s'amusent. C'est du tic au tac. Chaque fois que vous allez lever les balles, nous allons se matcher. Et nous allons se matcher vigoureusement pour que la balle ne revienne pas de sitôt. Non, mais écoutez, moi je voudrais conclure ce direct. J'ai répondu aux principales allégations de M. Ahmed Bakayoko, mais je voudrais conclure en donnant la parole à Ahmed Bakayoko. Vous entendrez donc maintenant Ahmed Bakayoko lui-même, je vais vous citer ce qu'il a dit de Guillaume Kibafori Soro, quand il n'était pas encore décérébré, quand il n'avait pas encore été écervelé par la jouissance du pouvoir. Et je conclurai sur les raisons pour lesquelles c'est maintenant qu'Ahmed Bakayoko s'attaque à nouveau à Guillaume Soro, parce que le timing de cette attaque n'est pas un hasard.
Voici le discours d'Ahmed Bakayoko à Abengourou. Ça se passe à Abengourou, devant la cour royale d'Abengourou. 2013, si je ne m'abuse. Je vous lis quelques extraits. Je cite Ahmed Bakayoko. Je devais être au Bénin en compagnie du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, mais vu l'importance de cette visite du président Guillaume Soro, je suis ici avec vous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous avez été mon patron. Vous étiez un grand Premier ministre. J'ai toujours été surpris par votre sens élevé de l'État. Chère population d'Abengourou, je suis ici en tant qu'ami et frère du président Guillaume Soro pour lui témoigner toute mon admiration pour ce qu'il a fait et continue de faire pour la Côte d'Ivoire. Les jaloux veulent nous diviser, mon frère Guillaume Soro et moi, mais ils ne pourront pas. Le président Guillaume Soro a été mon patron pendant plusieurs années et nous avons beaucoup de choses en commun. Monsieur le président Guillaume Soro, vous êtes un homme d'État, malgré votre jeune âge. Vous avez porté à bout de bras la Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro est un homme d'une grande maturité, un homme d'une grande intelligence, un véritable homme d'État. Devant la cour royale d'Abengourou, je réaffirme mon amitié et ma fraternité envers le président Guillaume Soro. C'est Ahmed Bakayoko qui parle. Hein. Vous retrouverez ça sous forme vidéo. Mais comme je ne veux pas l'entendre là, je lis son texte. Je voudrais saluer ici, en vous, monsieur le Premier ministre, un homme d'une très, très grande maturité, un homme de courage, un homme intelligent, un homme d'État. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée, vous le savez, je vous l'ai souvent dit en privé, je vais le dire en public, j'ai toujours été marqué par votre sens de l'État. Quand les intérêts de l'État sont en jeu, vous avez fait preuve de grande sagesse, d'une capacité de dépassement qui nous a toujours surpris pour votre jeune âge. De qu'on lundi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de l'Assemblée nationale, rares sont les hommes qui ont votre parcours à cet âge. À peine 40 ans révolus, vous avez déjà fait 10 ans dans plusieurs gouvernements. Vous avez été pendant 5 ans Premier ministre dans des conditions que nous savons. Là où, en Côte d'Ivoire, la moyenne de durée de vie d'un Premier ministre est d'environ 1 à 2 ans. Comme le dit l'adage populaire, les gens n'aiment pas les gens. Quand vous vous entendez, on veut tout faire pour vous diviser. On va trouver quelque chose pour vous diviser. Alors que musulmans, chrétiens, de quelque obédience que nous soyons, on a toujours dit, aimez-vous les uns les autres. Nous nous sommes très amusés, tous les deux, quand nous parcourons la presse. Nous voyons que nous sommes en guerre. Et on s'interroge pour dire, qu'est-ce qu'on a pu faire? Quel acte on a posé pour que certains voient la guerre? Je voulais réaffirmer en ce moment précis le témoignage vivant et sincère de notre amitié jamais démentie. Là où vous et moi avions tissé ces liens, comment et dans quelle profondeur nous avons tissé ces liens, j'ai la conviction et avec les bénédictions du roi, Dieu va nous préserver de la division et de la séparation. C'est toujours Ahmed Bakayoko qui parle. Hein. Majesté, avec votre permission, ce sont les paroles que je voulais porter. Le témoignage du membre de l'exécutif, le témoignage de l'ancien collaborateur du Premier ministre Soro, témoignage d'un frère, d'un ami. Et je pense que le faire ici, en ces moments-là, dans cette place de la paix, dans ce royaume porté par la paix, par le symbole fort, je pense que nous aurons la grâce et les bénédictions de nos ancêtres. Je vous remercie. Et Dieu, ça c'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça. Et c'est de Guillaume Soro qu'il parlait. Vous avez compris? À l'époque, son cerveau était bien en place, sa mémoire aussi. L'Ahmed Bakayoko qui a parlé aujourd'hui, 21 juin 2019, il lui manque et le cerveau avec lequel il a parlé ce jour de 2013 à la cour d'Abengourou, et il lui manque probablement la mémoire qui va avec le cerveau. C'est incontestable. Allez retrouver la vidéo et vous verrez comment avec la gestuelle corporelle, la génuflexion, l'obséquiosité, la soumission, l'aplaventrisme total, Ahmed Bakayoko se vautrait au pied de Guillaume Kibafori Soro il y a à peine 4 ans. Maintenant, je veux répondre à la dernière question de ce direct. Vous êtes 800 personnes et j'espère que vous partagez ce point de presse. Pourquoi Ahmed Bakayoko éprouve-t-il le besoin de s'attaquer à Guillaume Kibafori Soro ce 21 juin 2019? Ma réponse est la suivante. C'est parce qu'Ahmed Bakayoko est en difficulté à l'intérieur du gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly. Il est en difficulté pourquoi? Il est en difficulté parce que dans l'hypothèse où Alassane Dramane Ouattara renonce à violer la Constitution en ses articles 55 et 183, Alassane Dramane Ouattara aimerait utiliser le duo potentiel Amadou Gon Coulibaly
Daniel Kablan-Duncan pour la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est son plan B. Plan A, Alassane Draman Ouattara va essayer de forcer la Constitution, de violer la Constitution, parce que ça, c'est son habitude. Il est né dans ça. Il va essayer de violer la Constitution. Si les Ivoiriens lui résistent bien, alors là, il va mettre en place le plan B. Et le plan B, ça va être le ticket entre Amadou Gon Coulibaly, l'homme sans cœur, et Daniel Kablan-Duncan, le spécialiste de la politique pantouflarde, la politique flottante, la politique inconsistante. Bon, voilà le ticket auquel le RHDP se prépare à nous préparer. Il n'y a pas de problème. Le jeu démocratique devrait se dérouler à condition que la commission électorale indépendante soit vraiment consensuellement réformée. Le gouvernement nous montre par son comportement actuel en Côte d'Ivoire qu'il ne veut pas réformer cette commission et qu'il se prépare à organiser une forfaiture. C'est une autre affaire. Ce n'est pas l'objet de ce direct. Donc Ahmed Bakayoko est exclu du ticket qui constitue le plan B d'Alassane Draman Ouattara. Et ça lui fait mal. Car en réalité, Ahmed Bakayoko verrait bien quant à lui un ticket entre lui, Ahmed Bakayoko, qui se croit l'enfant chouchou, puisque Alassane Draman Ouattara l'a proclamé premier prisonnier politique de Côte d'Ivoire. Encore une incongruité. Il se voit donc faire un ticket avec Jeannot Ahoussou Kouadio, l'autre traître du PDCI. Vous voyez, il y a deux traîtres du PDCI qui sont dans deux tickets potentiels. Le premier traître, Daniel Kablan-Duncan, avec son mouvement, comment il a appelé ça? Non, Adjoumani a fait sur les traces d'Oufoué-Boigny et l'autre, il a fait un mouvement PDCI Renaissance. Bon. Jeannot Ahoussou Kouadio, on saura très vite comment il appelle son machin à son tour. En tout cas, les deux grands traîtres du PDCI, là, Daniel Kablan-Duncan et Jeannot Ahoussou Kouadio, sont dans les deux tickets potentiels d'Alassane Draman Ouattara. Mais Ahmed Bakayoko se rend bien compte tous les jours qu'il n'est pas dans le plan B. Il est peut-être dans le plan C, peut-être même le plan D, peut-être même le plan Z, peut-être même le plan 0 d'Alassane Draman Ouattara. Pourquoi? Parce que bon, le président Alassane Draman Ouattara aime bien les gens qui lui sont soumis, des gens qui ne réfléchissent pas, qui obéissent, qui exécutent sa volonté sans analyse, sans objection. Il aime bien ça. Ça ne dérange pas du tout le président Alassane Ouattara. Mais je suis sûr que le président Alassane Ouattara sait qu'Ahmed Bakayoko est bête. Ça là seulement, il sait. Et qu'il ne peut pas lui confier la gestion de la Côte d'Ivoire. Donc, en réalité, Ahmed Bakayoko qui rêvait d'être adoubé au cas où le président Alassane Ouattara n'est pas candidat, d'être adoubé comme le ticket gagnant potentiel de 2020 pour le compte du RHDP, il est frustré. Étant donc frustré, il éprouve le besoin de vendre du sang innocent à Alassane Draman Ouattara afin de remonter dans son estime. Quel sang innocent est le plus précieux à verser aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est celui de Guillaume Soro. Au RHDP, si tu veux exister, il faut que tu ailles haïr Guillaume Soro et puis ça te valorise devant le chef. Plus tu détestes Guillaume Soro, plus ta valeur, ton estime remonte devant le chef. C'est un système de vase communicant politique. Haïr Guillaume Soro, s'attaquer à Guillaume Soro, insulter Guillaume Soro, vous faire remonter de manière pratiquement concomitante dans l'estime d'Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez pourquoi Amadou Soumaoro, par exemple, était prêt à tuer quelqu'un à Rabat au Maroc pour arracher le poste de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont jouit aujourd'hui encore Guillaume Kibafori Soro. Il était prêt à tout, parce que plus tu poses des coups durs contre Guillaume Kibafori Soro, plus tu plais au président Alassane Draman Ouattara, qui a décrété qu'il va écraser de toutes les manières possibles Guillaume Kibafori Soro. Ça, c'est la première raison pour laquelle Ahmed recommence à s'attaquer publiquement au président Guillaume Kibafori Soro. Parce qu'il veut remonter en estime pour que son ticket à lui, son ticket supposé avec Jeannot Ahoussou Kouadio, passe devant le ticket supposé de Amadou Gon Coulibaly avec Daniel Kablan-Duncan. Donc, c'est une lutte interne. Mais il y a une deuxième raison. Il y a une deuxième raison pour laquelle il s'attaque à Guillaume Kibafori Soro. Je vous la donne. Mais Ahmed Bakayoko est en difficulté en raison des scandales qui lui ont éclaté au nez, qui lui ont pété au nez ces dernières semaines. N'oubliez quand même pas qu'Ahmed Bakayoko a été surpris en pleine consommation de stupéfiants, interdits par la loi, filmé comme tel, et que la vidéo a fait le tour du monde. Avec les excuses piteuses du jeune délinquant qui a diffusé cette vidéo,
dans laquelle on voit celui qui est le ministre d'État chargé de la défense de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de la sécurité suprême de la Côte d'Ivoire, s'adonnait à la violation ostentatoire des lois de Côte d'Ivoire en matière de stupéfiants. On le voit fumer un joint à la face du monde entier. On le voit dans une posture de dépravation en compagnie de jeunes gens face auxquels une autorité de l'État doit avoir de la tenue. Dans un pays normal, dans un gouvernement démocratique, dans un état de droit, M. Ahmed Bakayoko devait démissionner le jour même de la parution de cette vidéo scandaleuse. Tout comme devait être démis de ses fonctions le directeur général adjoint des renseignements extérieurs, ce fameux Koulibaly, que l'on a vu se masturber dans son bureau sous le portrait du président de la République et du Premier ministre à la présidence de la République. Dans un pays normal, dans un gouvernement démocratique, ces individus devaient au minimum être démis le jour même de leur fonction. Ils devaient présenter leur lettre de démission. Et même parfois, il arrive que tout le gouvernement soit appelé à la démission en raison d'un scandale opéré par des ministres, des personnalités aussi importantes. Mais en Côte d'Ivoire, on n'est plus en démocratie depuis longtemps. On avait essayé d'entrer en démocratie. L'élan de la Côte d'Ivoire vers la démocratie a été brisé par le clanisme, l'autocratisme de M. Alassane Dramane Ouattara et de ses suiveurs aveugles. Donc, Ahmed Bakayoko est en difficulté en raison de ce deuxième point. Le scandale de la consommation de drogue à la face de toute la Côte d'Ivoire l'a tellement éclaboussé qu'il a jugé nécessaire d'aller rapidement à la Mecque et de donner l'impression, par son obséquiosité sur les murs de la Kaaba, donner l'impression que tout d'un coup, il s'était acheté une nouvelle conduite, une bonne conduite. Qui peut croire en la bonne conduite de celui que tout le monde connaît à Abidjan, celui qui s'est autoproclamé roi du Bachégué, roi de la nuit, celui dont on a tiré le verbe hambaké. Hambaké. Tout le monde à Abidjan sait ce que hambaké veut dire. Une pratique abjecte, démoniaque, ténébreuse, monstrueuse, dont l'initiateur n'est rien d'autre que M. Ahmed Bakayoko. Vous parlez de quoi? L'homme veut donc s'acheter une tenue d'ange alors qu'on sait qu'il a une pratique de démon. L'homme veut s'acheter des allures d'homme de bonne volonté alors qu'on sait que cet homme-là est le principal agent de la contre-initiation spirituelle en Côte d'Ivoire. Et qu'en réalité, il est au service de tout ce qu'il y a de plus obscur dans l'âme humaine et dans une société, Ahmed Bakayoko. Donc, il faut bien comprendre que c'est dans une double opération de rachat. Il veut se racheter pour être revalorisé dans les plans B, C du président Alassane Dramane Ouattara au cas où le viol prévu de la Constitution ne marche pas. Et il veut essayer d'effacer l'image des scandales qu'il a commis récemment. Vous avez compris? Voilà pourquoi aujourd'hui, 21 juin 2019, Ahmed Bakayoko a jugé important de s'attaquer publiquement, gratuitement, au président Guillaume Kibafori Soro. Et il l'a fait devant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, histoire de lui dire « Je n'ai pas renoncé à vouloir être le candidat qu'Alassane Dramane Ouattara choisira si son plan de forfaiture et de hold-up électoral contre la Constitution de Côte d'Ivoire en 2020 ne marche pas. » Il a dit en face, à travers cette déclaration contre Guillaume Kibafori Soro à Amadou Gon Coulibaly, je suis encore dans la course pour être celui que le nouveau roi, le monarque, l'incontestable de Côte d'Ivoire va choisir. Je vous ai décrypté le contexte de déclaration. Je vous ai apporté des réponses que j'estime assez claires et précises aux 9 principaux points des délires de M. Ahmed Bakayoko ce jour. Si vous partagez les vérités que j'ai distillées ici, dans le langage le plus clair, eh bien, je vous en remercie. Si vous ne les partagez pas, exprimez votre désaccord, exprimez-vous librement. Nous autres, compagnons du président du comité politique, Guillaume Kibafori Soro, on ne lâchera rien. Vous avez joué bidé, comme on dit à Abidjan. Si vous pensiez que nous allions reculer, on ne reculera pas. Nous sommes libres, nous sommes dignes et nous ne négocierons jamais cela. Nous ne nous soumettrons jamais à l'abjection régnante. Jamais. Comme le dit le président Guillaume Soro,
même si nous restons 10, eh bien, nous continuerons d'avancer. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, tous les jours, nous indique que notre nombre potentiel est en réalité évaluable désormais en millions. Millions de citoyennes, de citoyens natifs et adoptifs de Côte d'Ivoire qui aspirent à un changement politique clair, à une rupture claire, avec une génération qui a épuisé toutes ses cartes, qui a joué toutes ses cartes. Une génération de gens fatigués et fatigants qui veulent nous enfermer dans l'alternative entre l'ancienne ivoirité, dont on ne veut plus, et la nouvelle ivoirité, dont on ne veut pas non plus. On ne veut ni des uns ni des autres, mais d'un pays moderne, d'un pays juste, d'un pays exemplaire, d'un pays qui soit le miroir de l'espérance des peuples francophones. Bon vendredi, bon Djouma à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde. Bon week-end à vous tous, amis du président du comité politique, à vous tous sympathisants, à vous tous citoyens intéressés par l'actualité politique africaine. Professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, je vous remercie. Au revoir. Oui, bonhomme, j'ai fini.